bienvenue à toutes et à tous. Donc, je commence cette présentation qui durera 1 heure maximum, j'espère. Tu peux m'interrompre, Frédéric, hein, si tu vois que je déborde largement. Si à 17 heures, je n'ai pas arrêté de parler, tu peux me prévenir à ce moment-là. De 10 minutes avant le... Pas de souci. Voilà. Donc j'y vais. Vous aurez le PowerPoint, hein, je le mets toujours à disposition, bien sûr, après mon intervention. Donc j'y vais. Alors si ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne? Voilà, donc je me présente, Edwige Chiroutard. Moi je suis professeure des universités en philosophie et sciences de l'éducation. Je dépends de l'université de Nantes et j'enseigne à l'INSPE. Ça fait 20 ans que je mène des recherches sur la philosophie avec les enfants. J'ai fait ma thèse au siècle dernier avec Michel Tozzi sur le lien entre philosophie avec les enfants et littérature de jeunesse. Et depuis 2016, je suis titulaire de la chaire UNESCO sur la philosophie avec les enfants. Non, c'est pas ça. Ça fonctionne pas très bien, le PowerPoint. Est-ce que là, ça fonctionne mieux? Voilà. Alors, je vais commencer. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter en 1 heure un petit peu les enjeux principaux de la pratique de la philosophie avec les enfants et notamment dans le cadre de l'enseignement moral et civique. Et je commencerai par décrire une image, analyser une image qui est tirée d'un documentaire que vous connaissez peut-être. Ce n'est qu'un début. Qui est un documentaire français qui est sorti en 2010. Alors, je remets l'image, voilà, en gros plan, image tirée de ce documentaire. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit sur les enjeux de la pratique de la philosophie avec les enfants, donc dès l'école maternelle? Alors déjà, ce documentaire, il a ceci de vraiment extrêmement intéressant, c'est qu'ils ont filmé pendant 2 ans les mêmes enfants d'une école maternelle dans l'académie de Créteil. Alors ça, déjà, c'est important, c'est le temps. C'est pas parce que la philosophie, finalement, ce serait facile, qu'on pourrait le faire avec les enfants, que ce serait accessible aux enfants, mais au contraire, c'est parce que c'est difficile de philosopher qu'il faut commencer tôt. Et comme le disait Platon, toute chose belle est difficile, et tout ce qui est difficile nécessite du temps et de la régularité. Pour voir advenir la pensée critique, le penser par soi-même, la décentration, pour développer toutes les habiletés de pensée, voire les qualités humaines qui sont attendues par l'exercice du philosophé, il va falloir travailler. Voilà. Et ce travail, ce n'est qu'un début, ça commence à 5 ans et puis c'est jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà, ce travail-là, il nous accompagne toute la vie. Il nécessite donc de la patience et de la régularité. Et c'est ça qui est vraiment très bien dans ce documentaire, c'est qu'on voit les progrès sur 2 ans. Et toutes les recherches universitaires qui ont été faites sur la pratique de la philosophie avec les enfants montrent qu'effectivement, la philosophie peut avoir des effets, non seulement sur les compétences intellectuelles, mais aussi le vivre ensemble, l'écoute, l'estime de soi, enfin toute une série de paramètres, mais à une condition, c'est que ces pratiques, effectivement, soient régulières et sur du long terme, c'est-à-dire au moins sur 1 an et demi. Donc, ce documentaire, surtout quand on a l'occasion de ne faire que quelques ateliers, d'expérimenter, voilà, on débute, ce n'est qu'un début. Voilà. Eh bien, ce documentaire, il nous montre les effets de ces pratiques-là à long terme. Et ça, je trouve, ça donne beaucoup d'espoir quand même, effectivement, on n'a pas les enfants pendant 3 ans, ou voilà, on décide de le faire, mais parce qu'on a d'autres urgences, on n'en fait que 10, ou on n'en fait que 30, ou n'importe, on n'en fait même que 3. Bon, c'est toujours ça de prix pour les enfants. Mais ce documentaire, encore une fois, il nous montre les effets quand il y a de la patience et de la régularité. Donc, on voit sur les 2 ans les progrès des enfants à l'intérieur des ateliers, c'est-à-dire qu'on les voit effectivement petit à petit, c'est le premier réveil à la pensée réflexive, commencer à argumenter, commencer à définir, commencer à se décentrer, commencer à s'appuyer sur les idées des autres pour rebondir. Tout ça, c'est encore une fois un apprentissage qui est difficile et qui est patient. Donc, on voit les progrès des enfants. Très intéressant, on voit les progrès de la maîtresse, Pascaline, qui pour elle aussi, ce n'est qu'un début. Elle n'est pas philosophe de formation. Elle a suivi quelques heures à l'INSPE, c'était l'IUFM à l'époque de Créteil, avec Jean-Charles Petier, qui est un historique aussi de la philo avec les enfants.
et elle décide de se lancer. Et elle aussi, au début, on la voit tâtonner, on la voit hésiter, on la voit aussi avoir envie d'abandonner parce qu'elle trouve qu'elle n'y arrive pas, qu'elle ne se sent pas légitime, que les effets attendus, elle ne les trouve pas dans les premiers ateliers. Et puis finalement, elle s'accroche. Et à la fin, au bout de 2 ans, elle acquiert une expertise, une vraie expertise dans l'animation des ateliers de philosophie. Donc ça, c'est vraiment un outil pour la formation, ce documentaire qui est extrêmement, extrêmement riche. Bon. Donc on voit ça, le temps et la régularité. Ce qu'on voit dans cette image-là, c'est la disposition aussi de la classe en cercle. La classe va constituer ce que Matthew Lipman, dont je vais parler juste après, qui est l'initiateur de la philosophie avec les enfants dans le monde, appelait une communauté de recherche philosophique. Se met en jeu dans les ateliers de philosophie l'intelligence collective. On se pose une question que les humains se posent depuis 2500 ans. Socrate, déjà, je ne sais pas si vous voyez ma petite marionnette qui me suit partout, voilà, se posait déjà cette question-là. Donc une question extrêmement difficile. On s'engage pour se poser ensemble cette question et on va avoir besoin de tout le monde. Bon. Donc, on est en cercle, on est ensemble et on a besoin, encore une fois, de l'intelligence collective pour essayer de répondre à cette grande question-là. Donc, la coopération, c'est un élément essentiel dans les ateliers de philosophie. La maîtresse est assise avec les enfants. Vous voyez, il y a une forme d'horizontalité. Elle va animer l'atelier. Et cette horizontalité, elle signifie aussi aux enfants que cette question qu'on se pose là, qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie? À quoi on reconnaît qu'on aime vraiment quelqu'un? Toutes les questions philosophiques, on se les pose à 4-5 ans et on se les pose aussi quand on a 40-50 ans. C'est des questions qui traversent l'existence, qui traversent le temps, qui traversent aussi l'existence. Et ça veut dire qu'elle ne détient pas, la maîtresse, la réponse unique. En philosophie, il y a une pluralité de réponses possibles. Alors, on dit souvent que dans les ateliers de philosophie, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses. Moi, j'aime pas trop cette formule-là, parce qu'il y a des mauvaises façons de répondre à des questions. Il y a des réponses qui sont illogiques, qui n'ont pas de validité d'un point de vue rationnel ni même éthique. Donc, on ne peut pas mettre à égalité toutes les opinions. Par contre, il y a une pluralité de réponses possibles et de convictions possibles à partir de cette grande question. Donc, cette aussi pluralité, la maîtresse n'attend pas une réponse particulière. Il y a une pluralité de réponses possibles. Et cette horizontalité, elle est signifiée, vous voyez, dans la disposition de l'espace. Il y a la bougie, qu'on voit aussi sur cette photo, qui signifie le rituel. On commence. Hannah Arendt disait qu'une démocratie a besoin d'oasis de pensée, c'est-à-dire de moments où les citoyens, les citoyennes vont arrêter l'affairement du monde pour calmement, sereinement se poser pour pouvoir penser et donner sens à l'existence et à la réalité. Mais les ateliers de philosophie, ils constituent pour moi une oasis de pensée et la ritualisation par notamment, on allume une bougie, puis c'est les lumières, les bougies, voilà. C'est ce moment où encore une fois, on se pose, on arrête l'urgence du monde pour réfléchir ensemble à cette grande question. Puis dans cette photo que j'aime vraiment beaucoup en fait aussi parce que Pascaline, si vous regardez le documentaire, elle fait ce qu'il faut faire quand on pratique des ateliers de philosophie au quotidien dans sa classe, c'est-à-dire qu'elle va bricoler différents dispositifs. En formation, elle va avoir écho des différents dispositifs qui existent, celui de Michel Todzi, Matthew Lipman, l'Axas, je vais vous en parler un petit peu de ces différents courants. Enfin, il y a plein de façons d'animer un atelier philo. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend à droite et à gauche. Elle fait un petit peu de ça, un petit peu, etc. Elle teste, elle bricole. Bon, et c'est exactement ça qu'il faut faire. Mais là, dans cette image, elle teste le meilleur dispositif au monde parce que c'est le mien. Voilà. C'est celui que j'ai inventé quand j'ai fait ma thèse. Non, je rigole. Voilà. Pas quoique. C'est la mise en réseau d'albums. Là, j'aime bien cette image parce que je vois qu'elle applique effectivement le dispositif que je préconise, c'est-à-dire la lecture en amont d'albums qui vont permettre de nourrir culturellement le collectif. Et ces albums sont bien au centre, disposés au centre des enfants. Et les enfants vont être invités de faire appel à cette culture littéraire commune pour pouvoir réfléchir.
Bon, ça, je reviendrai, pas aujourd'hui, j'aurai pas le temps, mais dans la deuxième session, je reviendrai pourquoi c'est important pour moi, en tout cas, de partir de supports culturels pour mettre en quelque sorte le vécu à distance. Hein, ça permet de maintenir, à la fois d'alimenter les idées, de donner des arguments, des situations sur lesquelles les enfants vont pouvoir s'appuyer, mais ça va leur permettre aussi de ne pas parler que de leur vécu et de leur expérience personnelle, mais de se décentrer. Voilà. J'avance, voilà l'affiche du documentaire, si vous ne le connaissiez pas. Alors, je souligne d'abord, évidemment, un paradoxe, hein, c'est cette rencontre entre le monde de la philosophie et le monde de l'enfance. Vous le savez, la philosophie n'est enseignée en France, et ce n'est pas du tout une exception, qu'au lycée. Il y a même certains pays dans le monde où c'est qu'à l'université. Donc, on philosophe finalement quand on n'est plus un enfant. Hein. Et en France, je rappelle que la philosophie est enseignée dans les lycées généraux et technologiques et pas professionnels. Ce qui signifie qu'il faudrait, pour pouvoir commencer à philosopher, avoir déjà un bagage linguistique, culturel, une maturité et un accès direct aux textes classiques de philosophie. Voilà. Donc, il y aurait besoin d'un prérequis linguistique, culturel, même psychologique, hein, maturité, sans lequel aucun exercice philosophique ne serait possible. Voilà. Pourtant, il n'y a pas d'âge pour se poser des questions philosophiques. Épicure le disait déjà, Montaigne le disait déjà, et il y a quelque chose qui est profondément philosophique chez les enfants. C'est une expérience dont parle Aristote, philosophe grec, hein, c'est l'étonnement devant le monde. Aristote disait que ce qui distingue les humains des autres animaux, c'est d'abord et avant tout la capacité à s'étonner. C'est parce que les hommes s'étonnent devant le monde qu'ils vont produire tous les systèmes de pensée, les mythes, les religions, les sciences, les arts et la philosophie existent d'abord et avant tout parce que les hommes sont capables de se poser des questions devant les phénomènes. Bon. C'est l'âge des pourquoi. 4-5 ans, et pourquoi, et comment. Donc on saisit chez les enfants extrêmement jeunes cette capacité proprement humaine de l'étonnement devant le monde et qui donne naissance, vous le savez, à des questions qui peuvent être métaphysiques, philosophiques, extrêmement déroutantes parfois pour les adultes qui les accueillent. La philosophie avec les enfants, elle se développe sous des formes très diverses, absolument partout dans le monde, d'où la possibilité depuis 2016 d'avoir pu créer une chaire UNESCO qui coordonne ce réseau international. Et à savoir qu'elle est préconisée dans certains programmes de l'école primaire, on pourra reparler des programmes en France, et surtout elle est préconisée par l'ONU pour l'éducation à l'horizon 2030. Donc elle a gagné ces dernières décennies en légitimité, notamment institutionnelle. Historique sur la philosophie avec les enfants. Alors ça commence véritablement, on peut parler de didactique de la philosophie. Hein. Vous voyez, Épicure disait déjà, on n'est jamais ni trop jeune ni trop vieux pour philosopher, mais les expérimentations dans les classes, elles commencent véritablement dans les années 1970 aux États-Unis, grâce à un professeur américain que vous voyez là, Matthew Lipman, qui était professeur à l'université de Montclair dans le New Jersey. Lippmann était un disciple d'un philosophe, John Dewey, qui est fondateur de ce qu'on appelle le pragmatisme. Alors le pragmatisme, c'est une philosophie, comme vous le voyez écrit là, qui doit être ancrée dans le réel. On reproche trop à la philosophie d'être abstraite. Et Dewey donc, préconise des exercices de philosophie. C'est que la philosophie doit être ancrée dans le quotidien. Ça doit être une habitude de penser. De la même façon que la démocratie doit être une habitude, ce n'est pas seulement le vote tous les 5 ans, la démocratie, mais ça doit être des habitudes qu'on construit au quotidien. De la même façon, la philosophie, parce qu'elle nous parle de questions qui sont intimes et qui sont quotidiennes, comme l'amour, comme le bonheur, comme la justice, comme la violence, elle doit être ancrée dans le quotidien. Dewey parlait surtout des adultes et des étudiants, en tant que professeur de philosophie à l'université. Et pour Lippmann, donc, il va donc décider d'ancrer la philosophie dès le plus jeune âge, c'est-à-dire à partir du moment où les questions
se pose. Hein. Et justement, avec cette idée que philosopher, c'est difficile. Lippmann était professeur de logique à l'université et il se rend compte que ses étudiants qui ont une vingtaine d'années ont beaucoup de mal à répondre aux exigences de son cours. Et donc, il développe cette idée-là. Puisque c'est difficile, il faut commencer tôt. Et il commence les premières expérimentations. Il va travailler avec des institutrices, Margaret Sharp notamment, qui a été sa collaboratrice pendant plusieurs années. Et il va développer un programme de philosophie avec les enfants et qui est basé, comme je l'ai écrit là sur le PowerPoint, hein, sur l'idée d'expérience. On va faire vivre aux enfants, par la communauté de recherche, une expérience qui va être basée sur le modèle de l'enquête, de la recherche, de la démarche scientifique, et donc d'où l'idée de créer des communautés de recherche philosophique dans les classes. Il va travailler de nombreuses années et il va déterminer que la philosophie avec les enfants développe chez les jeunes élèves des habiletés de pensée qui sont propres à l'apprentissage du philosophé et à la pensée donc critique et complexe. Et il construit pour les enseignants un matériel pédagogique qui est constitué à la fois de manuels pratiques et de romans qui vont être traduits partout dans le monde et traduits notamment dans les années 80 par nos cousins québécois, Michel Sasseville, notamment l'Université du Québec, puis qui vont donc arriver en France, en Belgique ensuite et se disséminer un petit peu partout. Alors, les principes de la communauté de recherche tels que le définit Matthew Lippmann, ça s'inspire donc vraiment des méthodes scientifiques. On est comme à l'intérieur d'un laboratoire où il va s'agir d'évaluer les idées qui sont émises par les participants à partir d'une problématique. Hein, faut-il toujours dire la vérité? Qu'est-ce qu'une vie réussie? Peut-on désobéir à une loi injuste? Les enfants sont invités à formuler des hypothèses, à déduire des présupposés et des conséquences, à justifier leur opinion et à évaluer collectivement la validité rationnelle et éthique des propositions. Hein, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'idée qu'on dit parfois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en philosophie. Ce n'est pas vrai. Il y a des mauvaises réponses. Il y a des réponses qui ne sont pas valides d'un point de vue rationnel ou d'un point de vue éthique. Et le travail philosophique, c'est un travail de jugement, c'est un travail d'examen critique de cette validité, à la fois logique, scientifique. Hein, on ne peut pas argumenter à partir d'une contre-vérité historique et scientifique, et d'un point de vue éthique aussi. On pourrait y revenir hein, sur les critères de validité rationnelle et éthique des propositions, mais en tout cas, le travail philosophique, c'est bien un travail de jugement critique des différentes idées qui sont mises sur la table par les participants. Les enfants, ils développent donc dans les communautés de recherche, avec encore une fois du temps, de la patience et de la régularité, une pensée qui se veut à la fois critique, donc logique, rationnelle, vigilante, c'est qu'on prend soin de ses idées et on prend soin des idées des autres, et créative, parce qu'elles partent surtout voilà, de supports littéraires, des arts, des expériences de pensée. Et ces trois types de pensée, critique, vigilante et créative, constituent ce que Matthew Lippmann appelle la pensée d'excellence, qui est une visée. Hein. On ne sait même pas si quelqu'un un jour a une pensée excellente. Hein. On vise tous à aboutir à ce type de pensée. C'est donc une expérience, le mot est essentiel, hein, de la pensée commune, collective, coopérative, qui fait le pari, là aussi, de développer l'esprit critique de chacun par la rencontre. Alors, la rencontre avec les autres enfants, les rencontres aussi avec l'enseignant qui anime et la rencontre avec des œuvres. Hein, là, la rencontre, elle est vraiment plurielle. Il y a de l'intersubjectivité, bien sûr, ce que disent les uns et les autres, ce que peut ramener le maître ou la maîtresse en termes justement de support culturel, de connaissances, de vocabulaire. Et on espère que ces ateliers vont avoir des répercussions sur l'agir et l'éthique individuelle et collective des enfants qui participent à ce type d'activité.
Alors en France, dans les programmes de l'école élémentaire 2018, alors vous saviez peut-être qu'avant 2018, il y a eu une période très courte, j'allais presque dire malheureusement, où les discussions à visée philosophique étaient explicitement préconisées dans les programmes d'enseignement moral et civique. Il y avait même des fiches et du SCOL qui n'y sont plus. Alors, si vous voulez, on pourra reparler un petit peu des fluctuations et peut-être de la frilosité de l'emploi du mot philosophie en tant que tel par le ministère. En tout cas, là, pour aujourd'hui, 2018, ces pratiques, même si le mot philosophie n'est pas explicitement dans les programmes, la philosophie, j'allais presque dire, de l'enseignement moral et civique incite à la pratique de la philosophie. C'est presque un ADN de l'EMC, la pratique de la philo avec les enfants. Je donne quelques exemples, vous voyez, alors, attendez, je revienne en arrière, s'il veut bien. Hop, hop, ça c'est l'ancienne. Voilà. Alors, je cite quelques extraits des programmes sur lesquels on peut s'appuyer. D'abord, la discussion réglée et le débat argumenté, ce qui est quand même le cœur d'une séance d'atelier philo, c'est le moment de discussion collective, ont une place de premier choix pour permettre aux élèves de comprendre, d'éprouver, on revient à l'idée d'expérience, faire l'expérience, et de mettre en perspective les valeurs qui régissent notre société démocratique. La culture civique portée par l'enseignement moral et civique articule 4 domaines, la sensibilité, la règle et le droit, le jugement et l'engagement. J'en retiens que 2, vous allez voir, qui font écho et qui résonnent profondément avec ce que dit Matthew Lipman sur la pensée d'excellence, pensée critique, vigilante et créative. Bon, on a donc une culture de la sensibilité, c'est bien les programmes que je cite là, qui permet d'identifier et d'exprimer ce que l'on ressent, comme de comprendre ce que ressentent les autres. Elle permet de se mettre à la place de l'autre. Alors là, on est vraiment dans ce que Lippmann appelle la pensée vigilante. Et sur la culture du jugement, une culture de discernement. Sur le plan éthique, le jugement s'exerce à partir d'une compréhension des enjeux et des éventuels conflits de valeurs. On va pouvoir trouver ça notamment dans les dilemmes moraux que peut nous proposer la littérature. Sur le plan intellectuel, il s'agit de développer l'esprit critique. C'est la finalité même de la philosophie. Et en particulier de leur apprendre à s'informer de manière éclairée. Et là, c'est complètement ce que Lippmann appelle la pensée critique. À l'école maternelle, je ne prends ne serait-ce qu'une culture littéraire à l'école. Dès l'école maternelle, l'enfant peut réfléchir sur les enjeux de ce qu'on lui lit lorsque le texte résiste à une interprétation immédiate, a fortiori au cycle 3. L'interprétation prend le plus souvent la forme d'un débat très libre dans lequel on réfléchit collectivement sur les enjeux esthétiques, psychologiques, moraux, philosophiques qui sont au cœur d'une ou plusieurs œuvres. Donc vous voyez qu'encore une fois, même si les discussions à visée philosophique ne sont plus explicitement préconisées dans le programme de l'EMC, toute la philosophie de l'enseignement moral et civique invite à la mise en œuvre de ce type de débat. Et comme je dis à mes étudiants à l'INSPE, de toute façon, la mission première de l'école républicaine, c'est bien de former des citoyens éclairés, je cite les programmes, citoyennes aussi, donc on fait de la philosophie. Je plaiderai en conclusion, si j'ai un petit peu de temps, je le ferai la prochaine fois, pour une école philosophique. C'est-à-dire que la philosophie, ce n'est pas 1 heure par semaine, c'est tout le temps. C'est tout le temps que l'école devrait être philosophique, c'est tout le temps que l'école devrait être une expérience de pensée collective et de coopération, et c'est tout le temps et dans toutes les disciplines qu'elle devrait permettre l'éclosion de cette pensée critique, vigilante et créative. Donc pas 1 heure par semaine, mais bien au cœur du fonctionnement de l'école, surtout si on a en tête cette mission politique de l'école républicaine, qui est de former des citoyens et des citoyennes éclairés par les lumières de la raison et du savoir. J'avance un peu pour présenter, alors brièvement, forcément, les différents courants de philosophie avec les enfants en France. Dans le monde anglo-saxon, c'est vraiment le modèle de Matthew Lipman avec encore les outils et les romans qui ont été écrits par Matthew Lipman qui sont le dispositif et le modèle majoritaire dans le monde anglo-saxon. En France, on a une spécificité, c'est que quand ça a commencé à se développer il y a 30 ans, il y a eu
différents courants qui se sont mis en place et qui développent de façon assez différente les modalités de fonctionnement des ateliers. Alors, je vais vous les présenter en les présentant surtout par leur enjeu. Pourquoi on décide de proposer aux enfants des ateliers de philosophie? Qu'est-ce qu'on cherche à développer en priorité? Alors, il y a un premier courant, je mets des guillemets, éveil du sujet, sont les ateliers ARCH, ateliers de réflexion sur la condition humaine. Et là, l'enjeu, il est essentiellement éthique et existentiel. Et je vous renvoie aux travaux de Jacques Lévin, psychanalyste, qui a fondé ce courant-là, et à son association qui existe toujours, l'Axas. Lévin était psychanalyste. Et lui, ce qui l'interpelle, ce qui est prioritaire pour lui, c'est qu'il dit qu'un enfant, 4 ans, 5 ans, même un peu plus vieux, hein, quand il pose à un adulte une question philosophique, c'est-à-dire une question qui est difficile, qui est déroutante, qui n'appelle pas à une réponse justement immédiate, objective, comme une question scientifique, hein, où on peut voir quel est le résultat de la science là maintenant. Voilà. En philosophie, on est devant une question qui est éminemment problématique et les adultes peuvent être extrêmement désarçonnés, déroutés, voire même angoissés par la question que leur renvoie l'enfant. Et donc Jacques Lévin dit qu'en général, les adultes ont plutôt des stratégies d'évitement de la question. C'est-à-dire que soit il se renvoie la balle, oh là, tu demanderas ça à mamie, tu demanderas ça à ton frère, tu demanderas ça à la maîtresse elle sait, la maîtresse elle dit bah, tu demanderas ça à maman. Ou alors on dit à l'enfant, oh là là, cette question elle est compliquée, tu verras ça quand tu seras grand. Et donc Jacques Lévin dit que l'enfant n'est pas écouté, l'enfant n'est pas reconnu. Voilà. Dans son statut de petit être humain, qui en tant qu'être humain est dans l'étonnement devant le monde, voilà, et c'est sa dignité en tant qu'être humain de se poser, même à 3-4 ans, la question du bien, la question de la mort, la question de l'amour, la question de la justice, la question de la violence. Voilà. Et donc Jacques Lévin, l'enfant a besoin d'être entendu, l'enfant a besoin d'être reconnu, et il faut offrir des moments, même très courts, les ateliers de l'AXA, c'est 10 minutes, où l'enfant va pouvoir être écouté. Donc là, dans ce courant-là, il y a très peu, voire quasiment pas d'intervention de l'adulte. Il s'agit plutôt d'un tour de table, voilà, où les enfants individuellement vont pouvoir s'exprimer sans que l'adulte rebondisse, étaye les différentes interventions. Il ne s'agit pas non plus de faire débattre les enfants entre eux, il s'agit plutôt d'une prise de conscience individuelle de son statut de sujet. Voilà. Et ce moment est un moment où l'enfant, encore une fois, se sent écouté et reconnu dans ce statut de ce que Lévin appelle d'interlocuteur valable. Expression de Jacques Lévin. Donc, vous voyez, l'enjeu, il est éthique. Reconnaître l'enfant comme un sujet. Deuxième courant que vous devez connaître, bien sûr, c'est le courant qu'on appellera éducation à la citoyenneté, qui a été porté par Michel Tozzi en France et Sylvain Connac, DVDP. Là, l'enjeu, c'est que l'atelier de philosophie, ça va être un lieu d'apprentissage aussi du débat démocratique. Le mot est très important, je l'ai souligné, vous voyez là. Donc là, les enfants vont avoir des fonctions, président de séance, reformulateur, journaliste. Et l'idée, c'est de faire l'expérience de la vie démocratique par des habitus quotidiens. On rejoint le pragmatisme de John Dewey, voilà, mais par un exercice quotidien de la démocratie et de ses différentes fonctions. Donc là, on va axer sur l'aspect démocratique des échanges. En fait, un troisième courant auquel moi j'appartiens, qu'on va appeler courant philosophique, discussion à visée philosophique ou communauté de recherche philosophique, avec un enjeu qui est politique, c'est-à-dire qu'on cherche à développer l'esprit critique, la pensée complexe et didactique, parce qu'on cherche à enseigner la philosophie bien plus tôt que la seule classe de terminale, donc il y a un enjeu de démocratisation de la discipline, et on va mettre l'accent dans ce courant-là sur l'exigence intellectuelle, la rigueur. Donc là, l'adulte va beaucoup étayer, il va beaucoup intervenir, il va apporter des connaissances, il va apporter du vocabulaire, il va même apporter des références philosophiques et il va beaucoup intervenir pendant l'atelier pour solliciter, voilà, les enfants pour, encore une fois, faire ce que j'appelle avec les enfants la gymnastique du cerveau. Hein, voilà. On est en philosophie et là, on va muscler notre cerveau. Je leur donne vraiment cette image-là.
Et donc, le philosophe, l'animateur, il va être comme Socrate, qui va nous embêter, qui va nous titiller. On va dire quelque chose. Et pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu peux donner un exemple? Est-ce que c'est pas contradictoire avec ce qu'un tel disait? Est-ce que tu peux définir plus précisément? Voilà. Donc là, ce courant, encore une fois, où l'adulte va être beaucoup plus présent. Alors, vous voyez, là, la posture de l'animateur est très différente d'un courant à un autre. Entre l'atelier Axas, où l'adulte est quasiment en retrait, le deuxième courant, où l'animateur, il est plutôt en appui pour permettre aux enfants de co-animer l'atelier eux-mêmes, voire au courant philosophique, où là, il y a vraiment une place très importante de l'adulte dans l'étayage. Alors la philosophie exige donc de toute façon une rigueur intellectuelle. L'enjeu est bien de développer la pensée critique, la pensée complexe. Les ateliers de philosophie ne doivent pas être. Alors là, je vais revenir sur ce qui me semble être des risques de dérive qu'on doit bien avoir en tête pour, bien évidemment, ne pas tomber dans ces dérives. Qu'est-ce que n'est pas l'atelier de philosophie? L'atelier de philosophie, ce n'est pas le café du commerce et c'est surtout pas non plus une psychothérapie de groupe sauvage et non consentie par les enfants. Donc ça ne doit jamais être un déballage d'opinions personnelles, de préjugés, de contre-vérités qui ne seraient jamais examinées rationnellement et problématisées au cours de l'atelier. On ne peut pas être que dans une succession d'exemples personnels. Sinon, on n'appelle pas ça de la philosophie. On peut avoir des groupes de parole. On peut aussi avoir des cafés du commerce. C'est extrêmement sympathique. Mais ce n'est pas de la philosophie. Non. Donc, alors ça, c'est quelque chose que je dis vraiment à mes étudiants. Et on pourrait y revenir peut-être plus précisément dans les questions. Attention aux questions et aux relances trop intimes sur les émotions, le vécu et l'expérience personnelle des enfants. C'est pour ça, j'y reviendrai peut-être dans d'autres sessions, l'importance des supports culturels pour que les enfants puissent réfléchir à partir de personnages, à partir de peintures, voilà. Mais, et c'est un des objectifs de la philosophie aussi, c'est de mettre aussi l'émotion, l'affect, le personnel à distance pour pouvoir réfléchir de façon distanciée et sereine. Et là, je vais insister un tout petit peu plus là-dessus parce que c'est un peu plus l'objet de la conférence de cet après-midi. Ça ne doit pas être non plus ce que j'appelle, moi, une leçon de morale déguisée. Alors ça, il faut bien dire quand même que je vois quand même beaucoup ça dans les classes. Et en visitant notamment mes étudiants à l'INSPE, je vois marqué atelier de philosophie et je constate qu'il ne s'agit pas tant d'atelier de philosophie que d'éducation aux valeurs un peu déguisées ou d'éducation à l'environnement. L'enseignant ne doit pas faire passer un message à tout prix, aussi légitime soit-il, dans l'atelier de philosophie. Donc il ne faut pas confondre ce qui va relever d'éducation aux valeurs ou d'éducation à l'environnement, qui ont toute leur place à l'école, et atelier de philosophie. Et donc, attention aux questions et aux notions qui vont relever de valeurs que, par ailleurs, l'enseignant a à transmettre à l'école. Je pense à la question de la différence, je pense à la question de la tolérance, je pense à la question de l'égalité garçon-fille, du respect, de la moquerie, de la violence, et avoir bien conscience de leur traitement philosophique. J'y reviendrai surtout dans la session, la prochaine session, sur cette question-là, mais je donne juste quelques éléments de distinction. Distinguer ce qui va relever d'éducation aux valeurs et des moments de philosophie. Dans l'éducation à la citoyenneté, l'enseignant a à transmettre une vision particulière du monde auquel nous adhérons, bien sûr, en tant qu'enseignants de l'école républicaine et laïque, nous adhérons à une vision du monde qui relève de l'humanisme, qui relève de la philosophie des Lumières, et qui relève d'un certain idéal, et donc d'une vision du monde particulière. C'est cette vision-là que nous devons transmettre. Voilà. La philosophie, elle a pour objectif de développer l'esprit critique. La philosophie ne détient pas
une morale particulière, ni même une vision du monde particulière. Elle vise à interroger la morale et à interroger la légitimité, justement, du discours qu'on peut porter par ailleurs. Alors, je donne quelques exemples, un peu schématiques, mais c'est pour bien me faire comprendre, et on pourra donc en discuter et surtout approfondir ça lors de la deuxième session. On est en éducation à la citoyenneté et on veut transmettre des valeurs. Alors, ce qui a un peu de compliqué, c'est que parfois le dispositif peut être très similaire. En éducation de la citoyenneté, on peut lire un album, on peut faire débattre les élèves, mais la finalité, ça va être, par exemple, sur la question de la différence, de faire passer le message suivant aux élèves. On doit respecter les différences, il faut être tolérant. Et ça, on peut passer par un album, Jean de la Lune, on peut passer par de la peinture, on peut passer par du débat, on peut passer aussi, sans être dans le catéchisme républicain, on peut passer aussi par des activités qui sont des activités de débat, de lecture, etc. Mais le but, c'est quand même bien qu'à la fin de la séance sur le tableau, les enfants se sont appropriés cette idée du respect des différences et de la nécessité d'être tolérant et ouvert d'esprit. La philosophie, elle va venir interroger les limites, les conditions de possibilité de ce discours-là. Toutes les différences sont-elles acceptables? Au nom du droit à la différence, peut-on tout tolérer? La philosophie, elle vient toujours avec, c'est une formule que j'aime bien, c'est le « ah bon ». On doit respecter les différences. La philosophie, elle va arriver puis elle va dire « ah bon? Toutes les différences? On est dans le relativisme des mœurs totales ?» C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas interdire, je ne sais pas, alors je suis un peu provocatrice parce que le philosophe, il est toujours un peu provocateur, l'excision, la polygamie, Daesh, il faut être tolérant. Toutes. Pourtant, il n'y a aucune société qui ne pose pas des interdictions de pratiques culturelles. Montaigne, relativité des mœurs, on appelle barbare toujours celui qui est étranger à nos mœurs. Alors, relativisme, où est-ce qu'il faut... Voilà. Donc, vous voyez, la philosophie va venir interroger à quelles conditions ce discours est vrai. Il faut être tolérant à quelles conditions? Qu'est-ce qu'on entend exactement? Quelles sont les différences qui sont tolérables? Et y a-t-il de l'intolérable? Pareil sur la violence. Vous voyez bien, éducation à la citoyenneté, surtout quand on a un petit peu envie, vous voyez, qu'il n'y ait pas trop de bagarres dans la cour de récré, on va réguler voilà, la violence. Il ne faut pas être violent. La philosophie, elle n'a aucune ambition de normaliser les personnes. Il ne faut pas que la philosophie soit instrumentalisée pour essayer de normaliser les personnes, aussi légitime le discours soit-il, encore une fois. La philosophie, elle va venir interroger, là encore une fois, les limites et la légitimité de ce discours. Il ne faut pas être violent? Ah bon? Il n'y a pas des violences qui sont légitimes? Je ne sais pas. On en discute. Quand on vous dit qu'il ne faut pas être violent, de quoi parle-t-on exactement? C'est vrai tout le temps? C'est vrai à certaines conditions? Et est-ce qu'il n'y a pas des violences qui peuvent être légitimes? Et là, on discute. Les lois, il faut obéir aux lois, il faut respecter les règles. Bon, la philosophie, faut-il toujours obéir aux lois, même quand elles sont injustes? La différence entre le légal et le légitime. La moquerie. Alors ça, je vois beaucoup, ça m'énerve un peu, je suis désolée, mais atelier philo sur la moquerie, et au tableau, il ne faut pas se moquer. La philosophie, elle va commencer quand on va interroger aussi, là aussi, les conditions de possibilité de ce discours et interroger le concept de moquerie. Toutes les moqueries? Il n'y a pas des moqueries qui peuvent être saines? L'autodérision, les caricatures de presse, l'ironie, par exemple. Quand on vous dit « il ne faut pas se moquer », de quoi parle-t-on exactement? Donc, vous voyez, je pense que pour l'enseignant qui met en place des ateliers de philosophie, surtout quand ces ateliers vont porter sur la différence, la violence, les lois, la moquerie, il faut être extrêmement au clair sur le traitement philosophique des notions. Sinon, il ne faut pas dire aux enfants que c'est de la philo. Il faut leur dire que c'est de l'éducation à la citoyenneté et on leur fait passer un message. Mais il ne faut pas leur dire on est en philo et il y a plusieurs réponses possibles et qu'à la fin de l'atelier, en fait, il n'y a qu'une phrase qui soit écrite au tableau. Ça va, je fais attention à l'heure, comme d'habitude. Bon.
C'est une vingtaine de minutes. Donc déjà, quand on anime un atelier philo, être bien conscient des risques de dérive. Ni le café du commerce, ni la psychothérapie de groupe non consentie qui porterait que sur le vécu et des exemples personnels des élèves. Pas la leçon de morale déguisée. Il faut avoir bien en tête en fait les habiletés de pensée qu'on cherche à développer chez les enfants. Et ça, Michel Tozzi en a déterminé 3 grandes. C'est important de les avoir en tête. Dans l'atelier de philosophie, on va chercher à développer chez les enfants les capacités à argumenter. Je dis quelque chose, je vais devoir me justifier, je vais devoir illustrer, je vais devoir donner des exemples, je vais devoir démontrer, je vais devoir expliquer. Donc là, j'ai mis en italique quelques phrases qui sont des relances un petit peu type. Un enfant dit quelque chose, tu peux donner un exemple. Est-ce que tu peux démontrer ce que tu dis? Comment sais-tu que c'est vrai? Donc, exigence d'argumentation. Une exigence de problématisation, c'est-à-dire un enfant dit quelque chose, eh bien on va soulever la complexité d'une question ou d'une affirmation, on va examiner les implicites et les conséquences d'une affirmation. Par exemple, un enfant qui dit « il faut toujours dire la vérité ». Il faut toujours dire la vérité, c'est pas bien de mentir. Voilà, ah bon? Le philosophe est « ah bon? Il faut toujours dire la vérité? Oui, mais le chasseur dans Blanche-Neige, regarde ». Il tue pas Blanche-Neige. Et quand il va voir la reine, il dit pas que la Blanche-Neige, elle est réfugiée chez les nains, il dit qu'il l'a tuée. Donc pour toi, le chasseur, il aurait dû dire, ah, je sais pas, tu viens de dire qu'il faut toujours dire la vérité. Ah, le chasseur dans Blanche-Neige, tu lui conseilles de pas mentir. Et ça, est-ce que c'est toujours vrai? À quoi ressemblerait un monde où tout le monde dirait la vérité tout le temps? Est-ce que c'est un monde qui serait souhaitable? Est-ce que c'est un monde qui serait vivable? Oh, je sais pas. Donc la généralisation par l'absurde, ça marche surtout, ça marche vachement bien, ça, en philo. Le « ah bon », il marche toujours bien, c'est-à-dire qu'on interroge une évidence, on généralise par l'absurde, et donc on problématise, c'est-à-dire qu'on soulève la complexité d'une affirmation et on essaye d'en examiner les implicites et les conséquences. C'est un gros travail philosophique, ça. Puis la conceptualisation, on cherche à définir un concept et ses attributs possibles. Qu'est-ce qu'on entend par liberté? Qu'est-ce qu'on entend par aimer quelqu'un? Qu'est-ce qu'on entend par être égaux? Qu'est-ce qu'on entend par bien et mal? Qu'est-ce qu'on entend par croire et par savoir? Qu'est-ce que tu entends par? Il ne peut pas y avoir de, sans ou si. Alors ça, c'est les attributs du concept. Par exemple, il ne peut pas y avoir d'amour sans quoi? Quels sont les ingrédients de l'amour ou de l'amitié? Alors les enfants vont dire, par exemple, il n'y a pas d'amitié sans confiance. Tiens, voilà, on a un ingrédient de l'amitié, la confiance, le respect, voilà. Donc voilà, donc ça c'est un travail aussi quand en philosophie, le travail d'utiliser les bons mots, voilà, et d'être au clair sur ces concepts. Exigence d'argumentation, de problématisation et de conceptualisation. Voilà. Alors, vous avez mis dans le PowerPoint, ça c'est Michel Tozzi qui a fait ce diagramme qui est vraiment extrêmement clair. Vous voyez, faire de la philosophie, c'est argumenter. Qu'est-ce qui te permet de défendre cette idée? Arriver à construire un raisonnement qui est convaincant d'un point de vue rationnel et d'un point de vue éthique, exigence de rationalité, avec un refus des idées qui seraient non justifiées. C'est problématiser, est-ce que c'est vraiment si simple? Questionner ce qui semble évident et saisir les différentes thèses qui s'affrontent. Donc là, une exigence d'ouverture d'esprit, un refus des idées qui seraient trop étroites, et conceptualiser, qu'est-ce que ça veut dire? Et utiliser des définitions et des distinctions avec une exigence, là aussi, vous voyez le terme d'exigence qui revient à chaque fois, de clarté et de précision, avec un refus des idées vagues et confuses. Vous voyez bien à partir de ça que quand je parlais du temps et de la régularité, c'est toute la vie. Voilà. C'est vraiment, ce n'est qu'un début et c'est une visée, la philosophie. C'est pas un état auquel on peut aboutir. Je continue. 20 minutes, ça va? Si j'ai un bon quart d'heure? Oui, prenez votre temps, Edwige. J'y vais. Alors, importance des supports. Encore une fois, j'y reviendrai plus précisément dans ma deuxième intervention la prochaine fois, mais importance des supports culturels dans les ateliers de philosophie. Alors moi, c'est vrai que j'ai fait ma thèse sur le lien entre philo avec les enfants et littérature de jeunesse, et j'étais vraiment partie de cette hypothèse qu'on ne peut pas apprendre à philosopher sans médiation culturelle qui vont permettre justement cette rigueur de la réflexion et cette mise à distance affective de la notion qui est travaillée. Alors les textes classiques de philosophie, Kant, Heidegger étant
trop difficile, bien sûr, pour de très jeunes enfants, c'est par la médiation de la littérature qu'on peut peut-être leur permettre d'avancer dans cet apprentissage rigoureux. Et je suis vraiment absolument persuadée qu'il est nécessaire d'offrir aux enfants, pendant les ateliers, ce qu'on appelle des expériences de pensée, hein, ce imagine, voilà, qui va permettre de mettre le vécu, le réel à distance pour ensuite mieux y revenir, hein, pour l'éclairer. Mais ce moment de mise à distance du réel pour pouvoir penser sereinement, pour moi, c'est vraiment une condition très importante qui permet de nourrir la réflexion, comme les albums, les films, les séries, les jeux, les photolangages, etc. Alors, je vais vous présenter là une expérience de pensée, un atelier qui est absolument classique, que certains d'entre vous sûrement connaissent même par cœur, d'autres pas, donc je me lance. Et un atelier philo qui va traiter justement d'une question qui relève de l'éducation civique et morale, qui est la question de la liberté, des lois et du bien et du mal. Donc, je vous présente là, je ne peux pas vous le faire vivre, hein, on n'est pas en situation de pouvoir expérimenter nous-mêmes cet atelier, donc je vais vous montrer un atelier de philosophie, un exemple de dispositif, à partir d'un texte classique de la philosophie, qui est un texte de Platon, l'Anadigès, et je vais vous présenter en fait les résultats d'une recherche qui est toujours en cours et que j'ai pu mener dans le cadre de la chaire UNESCO, recherche que vous retrouverez dans un article que je pourrais mettre à votre disposition et qui s'appelle donc Platon au programme des ateliers de philosophie à l'école primaire à partir de l'Anadigès, un exemple de laboratoire de pensée dans la revue Spirale. Mais je pourrais vous le donner en PDF, cet article-là. Les conditions de cette recherche-là, c'est une recherche-action qui est toujours en cours, qui a été menée auprès de 15 classes dans le monde entier, donc en France, en métropole et en Outre-mer, au Luxembourg, à Monaco, en Turquie, au Québec, au Sénégal, au Bénin, au Mali, vous voyez, Côte d'Ivoire, Égypte, Nouvelle-Zélande. Vraiment, il y a une très, 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 très grande diversité, à la fois économique et sociale. Pensez bien qu'entre des enfants de Monaco, sur le Rocher, et des enfants du Bénin, il y a beaucoup de différences économiques. Il y a aussi beaucoup de différences culturelles. Et le but, c'était justement de tester le même atelier dans des contextes sociaux et culturels extrêmement différents et de se poser la question de savoir si ces enfants, donc qui sont très différents les uns des autres, quand on leur propose un atelier de philosophie à partir du même support, est-ce qu'on va avoir des réponses complètement différentes, extrêmement liées au contexte, ou est-ce qu'on va avoir du commun? Et donc l'idée, c'était plutôt d'aller chercher ce qu'on appelle les philosophèmes universaux. On a la question de la loi, de la liberté, du bien et du mal. Qu'est-ce que peuvent bien élaborer comme idée ces enfants? Et est-ce que ça va être très différent ou est-ce qu'on peut trouver quand même du commun? Donc, je vais vous présenter ça. Voilà quelques photos entre le Bénin, le Sénégal, Monaco avec la poupée de Socrate, la Côte d'Ivoire, la Nouvelle-Zélande, le Liban. Et un exemple aussi, les classes ont correspondu les unes avec les autres. Vous voyez, nous avons travaillé l'Anadigès, voilà. Ils disent, voilà, telle idée qu'on a eue, qu'est-ce que vous avez eu comme idée? Ils ont échangé. Bon. Alors, le dispositif, et ça c'est un dispositif que vous pouvez faire dès demain en classe, hein, ça fonctionne vraiment à tous les coups. Alors, je vous le décris. Hein, d'abord, je commence par lire l'histoire jusqu'à ce que, alors j'ai l'album qui est là. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'Anadigès, c'est un récit qui est dans la République. C'est l'histoire d'un berger, hein, il était une fois, un berger. Au cours d'un violent orage, il y a un tremblement de terre. Le sol s'ouvre en deux et Gigès peut voir ce qu'il y a sous terre. Il descend sous terre et allongé par terre, il voit le cadavre d'un géant. Et le géant porte à son doigt une bague en or. Gigès s'approche du cadavre, prend la bague, la met à son doigt et revient sur terre sans prendre autre chose. Il va à une réunion avec ses autres camarades bergers et pendant la réunion, Gigès joue avec sa bague. Je ne sais pas si vous me voyez là, bien à la caméra, j'ai ma bague. Hein. Il tourne la bague vers l'intérieur de la main et aussitôt il devient invisible. Il refait l'expérience plusieurs fois et Platon nous dit effectivement, étonné,
Il mania de nouveau la bague et effectivement redevint invisible. Donc il se rend compte que la bague a bien ce pouvoir magique, le rendre invisible quand il veut. J'arrête l'histoire. Lire l'histoire jusqu'à ce que. Je demande aux enfants. Alors les enfants, ils ont entre 6 et 13 ans. Hein. Voilà. Il y avait des CP et il y avait des 4e qui ont participé à cette expérimentation. Bon. Je fais toujours le même dispositif. J'arrête l'histoire et je dis aux enfants, vous allez d'abord vous mettre par petits groupes de 4 ou 6 et vous allez répondre collectivement, réfléchir à 2 questions. 1. À votre avis, que va faire Gigès de ce pouvoir? On a un berger, il a une bague qui rend invisible, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Et 2. Si vous aviez la bague pendant une journée, que feriez-vous? Imaginez, laboratoire de l'imaginaire, expérience de pensée, hein, imaginez, vous êtes invisible pendant toute une journée. Vous les laissez macérer pendant 10 minutes, les enfants. Vous intervenez très peu, animateur. Plus ça rigole dans les groupes, ils commencent à se mettre à rigoler. Très bien. Vous les laissez prendre leurs idées. Ce qui est très important dans les consignes, donc les idées sont anonymes. Hein. Il peut y avoir un secrétaire qui prend toutes les idées, mais les idées sont anonymes. Il n'y a pas une réponse, il y a plein d'idées possibles et l'idée c'est d'avoir le maximum d'idées par groupe. Et encore une fois, ces idées sont anonymes. On revient en grand groupe et on prend les différentes idées. Et là, vous allez voir, résultat de la recherche, à partir de la même expérience de pensée, l'anneau de Gigès, la République, là c'est une classe du Bénin, qu'est-ce que disent tous les enfants du monde? Ados et adultes, hein, je la fais en formation des adultes, hein, l'anneau de Gigès, je le fais avec mes étudiants à l'INSPE ou dans mon DU, hein, j'ai les mêmes réponses. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve? Ça va peut-être pas vous étonner. Hein. D'abord, on transgresse les interdits pour soi. On est invisible une journée, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Eh bien, on vole. Voilà. Alors là, vous pouvez calculer votre âge mental. Hein, si pendant que je vous ai donné la question, imaginez votre journée, vous vous êtes dit, je vais voler des bonbons, ça, vous avez 6 ans. Si vous avez pensé, je vais voler des objets, vous êtes plutôt des ados. Si vous avez pensé à la banque, c'est plutôt les adultes. Voilà. Alors, là, le vol, tout le monde vole, hein, c'est juste les exemples qui diffèrent en fonction de l'âge et de la catégorie sociale. Mais sinon, les bonbons, les ordinateurs, les vêtements ou la banque, ça, on l'a systématiquement. La fraude aux moyens de transport, prendre l'avion sans payer, ça, on l'a quasi systématiquement. L'espionnage. Voilà. Alors, les tout petits, 6-7 ans, c'est aller à l'école pour écouter ce que les copains et les copines disent de moi quand je ne suis pas là. Donc, ils vont tester l'amitié des uns et des autres. Les ados, alors les garçons, c'est les vestiaires des filles. Les ados filles vont voir les stars dont elles sont fans dans leur intimité. Les adultes et les parents vont voir leur enfant à l'école. Et les adultes aussi ou les ados dans les lieux interdits. La NASA, et chez les adultes, c'est beaucoup les lieux de pouvoir. Voilà. Donc l'espionnage, on a le vol, la fraude aux moyens de transport, prendre l'avion sans payer, y aller au bout du monde, l'espionnage, tout ça c'est pour soi, c'est pour se faire plaisir. Hein. Faire des blagues, faire peur, se venger, ça c'est une catégorie que j'ai dans toutes les séances. Une fois j'ai eu un enfant qui m'a dit, alors je fais une blague, à qui? À la maîtresse. Bon, très bien, tu fais quoi à la maîtresse? Ben, je m'approche d'elle, elle ne me voit pas, hein. Je lui touche les cheveux et elle a tellement peur qu'elle fait une crise cardiaque. Vous voyez, bon, voilà. Donc, se venger, hein. Voilà. Faire des blagues. Des fois, c'est gentil, oh, c'est juste des blagues gentilles, mais des fois, on voit bien que les blagues, hein, ça peut être les frères et sœurs, l'ennemi, voire la maîtresse, hein, vous voyez, bon. Et alors, se faire plaisir, échapper aux contraintes, ne pas aller à l'école, manger toute la journée, voilà, se balader tout nu, j'ai ça aussi régulièrement, tout ce qui est échappé aux contraintes, aux lois et aux règles. Et puis, on a une deuxième catégorie. On va transgresser les interdits, mais attention, là, ce n'est pas pour soi, c'est vraiment pour les autres, avec l'idée de profiter de cette journée-là pour rendre la justice. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le vol, les gros bains des bois. Je vole, mais ce n'est pas pour moi, hein, c'est pour redistribuer les richesses. L'espionnage des lieux de pouvoir pour révéler au monde des vérités cachées. Et le meurtre. Alors, j'ai eu beaucoup Donald Trump quand il était au pouvoir. Alors, je ne l'ai plus, là, évidemment, là, maintenant.
Mais je peux avoir Macron, je peux avoir Le Pen, et vous allez voir en Turquie, je vais vous montrer un tableau, hein, j'ai eu Erdogan, ou au Mali, hein, le dictateur. L'idée, on va tuer quelqu'un qui représente un danger pour la planète. Bon, je vois le temps qui passe, je ne vais pas avoir le temps d'analyser toutes les traces écrites. Vous aurez le PowerPoint, donc vous pourrez regarder. Hein, mais là, vous voyez, on est à Creil en CE2, la journée d'invisibilité, rester au lit et sécher les cours, voler des bons points, voler dans les magasins, écouter les conversations des autres, faire le tour du monde gratuitement, voilà. Faire peur, faire croire que je suis un fantôme, récupérer des objets confisqués par la maîtresse, sortir en cachette sans que mes parents me voient et sauver des gens. Vous voyez, on a toutes les catégories. Pareil, là, on est à Bamako, au Mali, avec des troisièmes. Vous voyez, voler la valise nucléaire, mais pour faire du chantage, hein, pour être riche, frauder, prendre l'avion pour aller à Cuba, se faire plaisir, faire des blagues, espionner le lit de Trump, la zone 51, le bureau ovale, tuer les présidents pour la planète et pour la démocratie, se venger, prendre le pouvoir, et pour la justice, etc. On a là le tableau, évidemment, c'est des prises de notes qui sont en direct, donc c'est pas aussi bien classé que je vous ai montré dans mon PowerPoint, mais toutes les catégories y sont. Pareil pour la Turquie, vous voyez, en quatrième. Voler, frauder, voyager, voler pour soi, voler pour les autres, espionner les lieux interdits, les professeurs, tuer le président. Voilà, ici, hein, se venger, faire la révolution, détruire, tricher. Bon, on retrouve toutes ces catégories. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on peut lire aussi la fin de Gigès, hein, dans l'anneau de Gigès. Gigès tue le roi et devient despote. C'est comme ça que se termine l'histoire dans la République de Platon. Et sinon, à partir de ce matériel que vous avez récolté, de cette expérience de pensée, on peut faire ce que Matthew Lipman appelle la cueillette de questions. Ça, c'est un super exercice. Alors, c'est un peu difficile pour les enfants débutants, c'est peut-être un peu dur. Je vous montrerai un scénario 2, hein. Mais on peut leur proposer cet exercice. À partir de ce que vous venez de vivre avec l'anneau de Gigès, vous êtes imaginé invisible. Regardez votre tableau. On vole, on triche, on espionne pour soi, pour les autres, etc. Eh bien, qu'est-ce que cette expérience de pensée soulève comme question philosophique qui pourrait faire l'objet d'une discussion entre vous? Ça, c'est un exercice individuel ou en binôme. Ils prennent 5, vous prenez le temps que vous voulez, vous leur donnez 5 minutes ou 10 minutes, mais ils réfléchissent individuellement, formulez une question. Et ensuite, on votera. Et on discutera sur la question qui a été votée. Philosophique, alors c'est pour ça qu'elle est difficile, hein. Il faut que les enfants aient déjà conscience qu'est-ce que c'est qu'une question philosophique. C'est une question qui doit être universelle, tous les humains se la posent. Elle doit être intemporelle, Platon se la posait déjà, on se la pose aujourd'hui, on se la posera dans 2500 ans. Elle est centrale, elle est très importante dans l'existence humaine, et elle est non scientifique, la science ne peut pas y répondre. C'est-à-dire que leur question, il faut qu'elle passe au tamis des 4 critères. Universel, intemporel, central, non scientifique. Je vous montre des exemples, hein, de questions formulées par les enfants. Regardez, on est en Turquie. Ils ont voté sur est-ce qu'on peut faire le mal pour le bien. Voilà. Il y avait aussi, vous voyez, les questions, hein, il y avait 5 questions. Les enfants, tous les enfants, hein, les 25 là par exemple en Turquie, ils formulent une question et là on en prend 5. Donc il y a des volontaires. Ils proposent leurs questions, on les reformule ensemble pour voir si ça passe bien au tamis des critères et on les écrit. Question 1, est-ce que le pouvoir change les hommes? Question 2, est-ce qu'on peut faire le mal pour le bien? Question 3, est-ce que le pouvoir rend mauvais? Question 4, peut-on mettre des limites aux lois? Et question 5, est-ce que la société rend les hommes meilleurs? On vote, et là ils ont voté, est-ce qu'on peut faire le mal pour le bien? Et ensuite, moment de discussion collective, 20 minutes de discussion sur la question qui a été votée. Regardez CM2 là, les plus petits, et on est au Sénégal. Les 3 questions. Est-ce que ce serait bien si on pouvait faire tout ce qu'on veut? Question 2, avons-nous besoin des lois? Et question 3, est-ce qu'on peut avoir des regrets quand on fait quelque chose d'interdit? Et ils ont voté pour la 3. Nouméa, des 6e, l'anneau de Gigès, hein, l'homme est-il bon ou méchant? À quoi ressemblerait un monde sans loi? Et qu'est-ce qu'un pouvoir juste? Ils ont voté pour la 2. Discussion sur la question qui est votée. Super exercice, hein, intellectuellement difficile, hyper formateur et hyper mobilisateur pour la classe. Hein. C'est vraiment leur question. Hein. Ils sont à fond dedans. Hein. Bon. Si cet exercice vous paraît trop difficile,
Trop difficile pour les élèves, mais aussi trop délicat pour vous. Parce que le problème de la cueillette de questions, c'est que l'animateur, il n'y a pas forcément une culture philosophique bien fondée, quoi. Là aussi, la culture philosophique, vous allez l'acquérir au fur et à mesure, hein, notion par notion, que vous allez traiter avec les élèves, mais vous pouvez vous retrouver avec des questions, même pour vous, c'est difficile. Ça peut être déstabilisant pour vous, la cueillette de questions. Donc, on peut très bien décider de ne pas faire la cueillette de questions, trop difficile pour les élèves et trop déstabilisant pour vous si vous êtes débutant en animant les ateliers philo. On peut faire le scénario 2, c'est-à-dire que la question, elle est posée directement par l'enseignant pour lancer les discussions sur le thème. On récolte les exemples de transgression des interdits et on dit aux enfants, bah, regardez, on s'est imaginé invisible pendant toute une journée, regardez votre tableau. Maintenant, on va réfléchir ensemble sur cette question. Hein, pourquoi les adultes vous interdisent de faire tout ce que vous voulez? Vous avez une journée, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, regardez. C'est pile ce qu'ils vous interdisent. Ils vous obligent à aller à l'école. On ne peut pas regarder la télé toute la nuit. On ne peut pas sortir le soir. Tout ce que vous auriez envie de faire, c'est pile ce qu'ils vous interdisent. Pourquoi? Et là, on fait le débat. Ou alors, vous choisissez. Voilà. Ou alors, on dit aux enfants, bah alors, à quoi ressemblerait un monde sans loi? Est-ce que ce serait bien de vivre dans un monde où il n'y aurait aucune loi et aucun interdit? Et on lance la réflexion. Ou alors, vous les emmenez, c'est la décision de l'animateur sur la question de la morale. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de transgresser la loi quand nous sommes seuls? Est-ce que si on est seul, on va forcément voler, tricher, espionner? Ou est-ce que c'est que la peur de la punition qui nous empêche de transgresser les interdits, ou est-ce qu'il y a autre chose? Oui ou non? Donc voilà, un dispositif. Hein. Sur la NoDigest, il y a plein d'adaptations. Vous le trouvez dans les goûters philo sur le bien et le mal, dans Philofolie, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est mal. Vous le trouvez aussi dans les Philofables de Michel Picmal. Il y a un autre album pour les plus petits, les grandes sections, qui s'appelle Disparaît à l'école des loisirs, où c'est Charlotte qui a une baguette magique et qui fait disparaître ses parents. Donc c'est la même expérience de pensée. Et puis, bien sûr, bah, vous avez Harry Potter et sa cape d'invisibilité. Pour les plus grands, Le Seigneur des Anneaux. Hein, Tolkien s'inspire directement de la Digeste de Platon. Et ce dessin animé qui s'appelle Mini Miss Question et un épisode qui s'appelle, vous le voyez là, Invisible. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand je suis allée au Bénin avec moi, mon mythe platonicien, hein, c'est ma culture hein, d'occidentale, ben, ils m'ont offert un conte béninois qui s'appelle Le planteur et la bague. C'est un planteur qui découvre une bague qui lui donne la possibilité de faire tout ce qu'il veut en toute impunité. C'est le même récit que Gigès. Là, on voit bien à la fois l'universalité des récits et l'universalité de la philosophie. Hein. On voit bien que là, il y a une très grande fraternité finalement, hein, si je veux terminer mon intervention d'aujourd'hui sur cette idée-là. Finalement, on pourrait dire que la philosophie, bah, il y a une pluralité de réponses, on est vraiment, c'est pas comme la science où tout le monde devant un problème mathématique, on aboutit au même résultat. On pourrait dire que bah, en philosophie, en fonction de la différenciation de nos cultures, des classes sociales, il y a une pluralité. Bah, pas tant que ça. Pas tant que ça. Les ateliers de philosophie permettent aussi de faire vivre en acte aux enfants un idéal laïque de fraternité. C'est-à-dire qu'au-delà de toutes nos différences particulières, et elles sont nombreuses, et il ne s'agit pas du tout de les nier entre des enfants de Monaco et des enfants du Bénin, bien évidemment qu'il y a de la différence, mais on est quand même unis. Par le lien de la raison, on se pose les mêmes questions, notamment la question de la morale, la question de la loi, la question de la justice, la question du bien et du mal, on se la pose tous et toutes, et même des récits. C'est-à-dire que Platon en Occident, le planteur et la bague au Bénin, on se pose les mêmes questions et on invente les mêmes histoires pour nous guider dans notre quête de sens. Je termine, vraiment promis, il me reste deux minutes. Hein. Quelques conseils sur lesquels on pourra revenir. Importance de varier les ateliers. Pendant les ateliers, vous avez une séance d'1 heure. Il ne faut pas que l'atelier philo soit 1 heure de discussion en grand groupe. Hein. Je trouve qu'ils ne tiennent pas. Et comme dans n'importe quelle autre séance didactique, que ce soit les mathématiques ou le français, il faut varier les modalités de réflexion. L'atelier de philosophie, ce n'est pas un atelier de parole, hein. C'est un atelier de pensée. On peut parler sans penser et on peut penser sans parler. Le plus important, c'est que les enfants réfléchissent. Il y a des enfants qui sont à l'aise dans la prise de parole en grand groupe. Donc vous êtes en grand groupe, hein, le cercle, vous en avez 7, 8.
Ils n'ont aucun souci, ils prennent la parole pour faire avancer la réflexion. Il y en a plein, ce n'est pas du tout leur modalité dans laquelle ils sont à l'aise. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas. Par contre, ils ne parlent pas. Et par contre, ils vont prendre la parole en petits groupes. On va les voir, ces enfants-là. Petit groupe, papa, ils parlent, on revient en grand groupe, on ne les entend plus. Puis il y a les enfants qui expriment leurs pensées à l'écrit. Donc il faut que chaque séance de philosophie donne aux enfants les modalités de pouvoir penser. En grand groupe, en petit groupe, en individuel, en binôme, et alterner les moments qui soient à la fois à l'oral, mais aussi à l'écrit. Et donc de varier aussi les supports et exercices pour penser. Ça, c'est un conseil vraiment important, varier les modalités de réflexion à l'intérieur de la même séance. Importance des traces écrites aussi, qu'elles soient individuelles, collectives, produites par l'animateur ou produites par les enfants. L'écriture, elle permet aussi d'exprimer sa pensée et surtout de garder la mémoire, voilà, de ce qui a été dit. Moi, je conseille aussi de faire des séquences sur le même thème, hein. C'est-à-dire sur la liberté, on va rester 4 semaines. On va avoir plusieurs séances où on va approfondir à chaque fois. Et donc, les traces écrites, elles permettent de garder la trace de la séance 1, de rebondir et de pouvoir approfondir et d'aller plus loin. Voilà, ça, c'est quelques photos d'un projet philo qui était vraiment super entre des grandes sections et des 6e ECPA dans un collège à Compiègne. En fait, les 6e ECPA avaient fait toute une séquence de philosophie de plusieurs mois hein, sur la question de la liberté, des lois, etc. Ils avaient expérimenté l'anneau de Gigès et ils avaient préparé un atelier de philosophie à partir de Disparaît, hein, qui est la même expérience de pensée, qu'ils ont animé avec des grandes sections de maternelle, l'école qui est en face du collège. Voilà, et ils avaient fait toute une exposition après avec les idées et les dessins qui viennent illustrer le fruit de leur réflexion. Voilà, donc en conclusion, je vais être vraiment très brève. Hein. L'idée que je disais tout à l'heure, que je développerai les prochaines fois, c'est que la pratique des ateliers de philosophie avec les enfants, elle nous donne le modèle de ce que devrait être l'école dans son essence même, et pas seulement 1 heure par semaine. Hein. C'est-à-dire qu'elle devrait être une école de leur pensée et une école philosophique. Et que ce qui se joue dans l'atelier de philosophie, l'éthique de relation aux enfants, l'intelligence collective, l'exigence culturelle, l'exigence intellectuelle, c'est quelque chose qui évidemment traverse l'école et pas seulement la seule heure d'atelier de philosophie. Voilà, donc dans le PowerPoint, vous retrouverez quelques éléments bibliographiques, notamment toute une série de manuels qui existent pour vous aider hein, à vous lancer dans la pratique d'atelier. Je me permets là aussi, si le PowerPoint fonctionne, il ne fonctionne plus, voilà, c'est pas grave, ça veut dire que c'est l'heure, voilà. LibreOffice ne répond pas, voilà. Il commence à être fatigué, voilà. Il me signifie que c'est fini. Je vous ai mis aussi voilà, le site de la chaire UNESCO, où vous trouvez des ressources et des dossiers pédagogiques à télécharger. Et j'en ai fini.